De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie de l'émission. Parmi nous, notre éditorialiste Nadia Lamarpi, également notre invité Mohamed Sema. Je rappelle que vous êtes spécialiste du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous a rejoint également sur le plateau Hamid Enneia. Vous êtes président directeur général d'Oxygène Entreprise, donc spécialisé dans les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Bienvenue. Merci. Tout de suite, notre dossier du jour. Le Maroc n'est pas producteur de pétrole, il en est un importateur net. Le plan d'énergie renouvelable a pour objectif essentiel de réduire la dépendance du Maroc en pétrole en le transformant en un producteur d'énergie. Les centrales solaires et éoliennes dont le fonctionnement est programmé pour 2015 ambitionnent de produire d'ici 2020 plus de 2000 mégawatts d'électricité. Par conséquent, permettre au Maroc d'économiser annuellement le coût de plus d'1 million de tonnes de pétrole. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Nicolas Kukel. Doté d'une superficie de plus de 700 000 km², le Maroc recèle de paysages variés, désertiques au sud, méditerranéens au nord et montagneux dans le centre du pays. Cette diversité du relief et du climat marocain lui permet de compenser l'absence d'hydrocarbures sur son sol. Une richesse minière pourtant nécessaire à l'accomplissement des objectifs de croissance et de développement du royaume chérifien. Car depuis les années 90, le Maroc s'est lancé dans un vaste programme d'électrification rurale, si bien qu'aujourd'hui, le taux d'électrification atteint 98% contre 18% en 1995. Une réussite rendue possible grâce à la libéralisation du secteur énergétique marocain en 1994, dont la première mesure a été l'ouverture de la production d'électricité grâce à l'octroi de concessions à des opérateurs privés. Pour nous, c'est la course contre le temps. Nous devons investir pratiquement une centrale électrique par an de 500 MW. C'est ce qui se fait depuis ces dernières années, il n'y a pas de rupture dans le rythme. Depuis, la consommation en électricité de la population est en constante progression. Toutefois, ce fait s'accompagne de défis, car les importations en énergie font pression à la fois sur la balance commerciale et sur le déficit budgétaire. En mai 2011, la capacité totale de production d'électricité au Maroc était de 6405 MW, dont 67% provenaient du charbon et des hydrocarbures. Pour tenter d'alléger la facture, le pays s'est lancé dans un vaste plan de développement des énergies dites vertes. D'ici 2020, le Royaume entend produire 42% de son électricité à partir des énergies renouvelables. L'ONE a levé entre novembre 2012 et août 2013 18 milliards de dirhams, c'est-à-dire environ 1,5 milliard d'euros. Bon, il y a l'investissement porté par le privé pour notre compte et il y a l'investissement direct. Alors le chiffre global sur le contrat programme jusqu'à 2017 dépasse les 125 milliards de dirhams, c'est-à-dire près de 11 milliards d'euros. Un investissement lourd, mais qui permettra à terme à l'État marocain d'économiser 1,5 million de tonnes équivalent pétrole, soit une économie de 750 millions de dollars, et d'éviter l'émission de 3,7 millions de tonnes de CO2. Le Maroc dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergie éolienne et solaire. Le pays bénéficie d'un ensoleillement permanent de 3000 heures par an et c'est dans la région de Ouarzazate, dans le centre du pays, que va être installé le plus grand projet d'énergie solaire du continent, les centrales Nour 1 et Nour 2. Le coût de sortie aujourd'hui du kilowattheure produit par des centrales solaires est plus élevé que le prix du réseau. Nour 1 est en train d'être en cours de réalisation et Nour 2 va être attribué dans les prochains mois et nous préparons les autres sites. Donc l'objectif de 1000 MW solaires à la fin de cette décennie est un objectif qui sera atteint, Inch'Allah. Officiellement lancée le 10 mai 2013, la centrale Nour 1 est à l'étape de terrassement, mais devrait être finalisée d'ici 2015. Et à terme, sa production devrait totaliser les 500 MW. En plus du solaire, le Royaume mise sur l'exploitation de l'énergie éolienne. Le plus grand projet d'Afrique doit être réalisé à l'horizon 2014 et se situe dans la région de Tarfaya, dans le sud-ouest du pays. Le dernier projet est en cours d'appel d'offres et qui permet d'atteindre les 2000 MW. Nous allons dépasser les 2000 MW parce qu'on a deux actes de travail. Les projets lancés par l'ONE dans le cadre du partenariat public-privé dont le modèle marocain est réputé et fonctionne depuis les années 90. Nous avons l'éolien qui dépasse parce que nous avons créé, à travers une nouvelle loi, la possibilité de permettre à des investisseurs
de réaliser des centrales de production et de vendre à qui ils veulent, en passant par notre réseau. Ce qui fait que des investissements très importants, privés, ont pu être réalisés. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de projets. Les nôtres, plus ceux qui sont développés directement par le privé pour ses propres clients. Nous sommes à Essaouira, à l'ouest du pays, sur la côte atlantique. C'est ce site qui a été choisi pour abriter la centrale éolienne Namoukoudou. Ce parc éolien a été choisi suite à la présence du vent à une vitesse importante. Donc pour la production du parc d'Essaouira, il permet de répondre lorsqu'il est à sa puissance maximale à peu près au double du besoin de la ville d'Essaouira en électricité. Opérationnel depuis le 13 avril 2007, le parc éolien d'Amoukoudou a été financé par l'ONE, l'Office national de l'électricité, et la banque allemande KfW pour un montant de 650 millions de dirhams, soit plus de 57 millions d'euros. On a un parc de 71 éoliennes. Donc chaque éolienne produit une puissance nominale de 850 kW sous une tension de 690 volts. Donc ensuite, on a un transformateur en bas de l'éolienne qui transforme cette tension de 690 à 22 000 volts. Et ensuite, on a 4 arrivées 22 kV, donc qui vont aller vers le poste. Ensuite, on a 2 transformateurs de 2 x 40 MVA, donc qui transforment cette énergie produite vers une tension de 60 kV pour le transport. Donc ils vont vers 2 postes, le poste d'Essaouira et le poste de Boukdra. L'importance des investissements entamés par le Maroc dans le secteur des énergies renouvelables offre des débouchés dans un pays où le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans atteint 19,5% d'après le Haut Commissariat au Plan. De nombreuses universités marocaines ont mis en place des filières dédiées aux différents métiers dans le secteur des énergies vertes, comme ici à Ouarzazate. En 2009, donc il a été démarré ici à la faculté polydisciplinaire une filière dédiée aux énergies renouvelables en général. On sait que le grand projet, le méga projet, l'installation de la station solaire, pour nous c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que c'est un facteur motivant pour les étudiants. Ils savent qu'il y a quelque part, parmi les secteurs porteurs, il y a actuellement un secteur où l'État investit beaucoup. Des investissements qui sont une priorité pour l'État. Car, comme l'affirmait l'ancienne ministre de l'Énergie, Amina Benkadra, les énergies vertes sont les plus durables actuellement. Elles permettront un développement rapide des industries et une amélioration des indicateurs économiques et sociaux. On sait que le plan Maroc solaire, c'est un plan qui est gigantesque, qui s'étale sur tout le royaume. Et notre ambition, c'est de former d'abord dans un premier temps des techniciens, des super techniciens qui savent qui peuvent s'engager dans l'entretien des équipements de ces centrales. On sait que plusieurs projets de recherche peuvent émaner de ces centrales, rien que dans le domaine de la durabilité. Le Maroc est pionnier sur le continent en termes d'investissement en énergie propre. Au total, les 2 projets géants solaires et éoliennes devraient entraîner la production de 4000 MW d'énergie à l'horizon 2020, ce qui permettra au Royaume d'acquérir une indépendance énergétique. Un plan stratégique qui permettra également au Royaume d'optimiser l'exploitation de ses ressources naturelles, à préserver son environnement et à pérenniser son développement économique et social et à assurer l'avenir des générations futures. Alors Mohamed Sema, en 1994, un nouveau cadre juridique a ouvert la voie à la libéralisation du secteur de l'électricité et des concessions donc ont été accordées à des opérateurs étrangers. C'est une consécration des modèles en BOT, donc en Build, Operate and Transfer. Est-ce que c'est ce modèle qui a permis une prouesse au Maroc, cette prouesse d'atteindre 98% de taux d'électrification rurale? Oui. D'un côté, la libéralisation du secteur a permis son développement, certes, mais il y a également des programmes qui ont accompagné cette politique. Donc, vous avez parlé de programmes d'électrification du monde rural. Il existe également des programmes régionaux qui sont financés que ce soit par les régions ou par la Banque mondiale et qui visent donc l'intégration des zones rurales éloignées à travers l'introduction de l'électricité. D'un autre côté, l'introduction des énergies renouvelables dans la politique nationale va permettre certainement au Maroc donc, de créer des emplois
et d'assurer une meilleure intégration régionale dans le cadre du prochain projet de régionalisation marocain. Alors, Hamid Naya, je vais me tourner vers vous. On a entendu Ali Fassifali, donc le directeur général de l'ONE, donc dire que le coût finalement de sortie de l'énergie des centrales solaires est plus élevé que les tarifs qui sont actuellement pratiqués. Est-ce que de ce fait, l'énergie produite par les centrales solaires est rentable? Moi, je pense qu'actuellement, pour la population marocaine, elle trouve toujours l'énergie qui est produite et qui est servie à la population, elle est un peu plus chère. Donc c'est pour cela qu'il y avait vraiment cette politique de viser à installer les 5 sites. Moi, lorsque je vois tout à l'heure pour la carte du Maroc, c'est vrai qu'il y a 2 sites, un qui est à Bouche d'Or et l'autre qui est à Laayoune, qui est vraiment dans le Sahara occidental. Ça m'a choqué, ça m'a choqué un petit peu, mais bon. Pour le moment, on espère vraiment que le prix de l'électricité pour le grand public soit abaissé. Pour autant, l'ONE justement a connu quelques difficultés financières puisqu'elle n'était, par rapport à l'ONEP en tout cas, qui engrangeait elle des bénéfices, l'ONE n'avait pas le même. Parce qu'elle importe encore de l'électricité de l'étranger. Et c'est une facture supplémentaire pour l'ONE. Donc la politique actuelle vraiment de l'ONE, en fait, c'est toujours importer, mais pas vraiment produire sur place. Et donc c'est ce plan énergie renouvelable donc, qui va lui permettre de se redresser, c'est ça? Exactement. Donc ça va permettre au Maroc donc, de diversifier ce qu'on appelle son mix énergétique à travers l'introduction des énergies renouvelables, de l'éolien et du solaire en particulier. Et donc le Maroc, il a déjà mis en place 2 programmes majeurs en la matière, à savoir le programme solaire marocain qui est aujourd'hui piloté par l'agence solaire marocaine, et le deuxième programme, c'est le programme éolien marocain piloté par l'ON2E. Et donc ça va permettre, les 2 programmes, ils vont permettre à l'horizon de 2020 au Maroc de produire 2000 MW pour réduire d'une part sa dépendance énergétique. Voilà, et d'autre part, ne pas être à l'abri donc de fluctuations dans les prix de pétrole. En fait, juste pour vous corriger un petit peu, parce que lorsqu'on parle de 2000 MW, en fait, ce n'est pas de la production, c'est plutôt de l'installation de 2000 MW. Mais la production, ça sera beaucoup plus élevé. Exactement. Donc, mais le problème qui se passe lorsque je vous entends parler de l'agence marocaine pour l'énergie solaire et l'éolien, c'est vrai qu'on est en avance. Pour question éolien, mais on est très en retard par rapport tout ce qui est solaire. Justement, c'est par rapport à cette. Je voulais vous poser une question. C'est qu'aujourd'hui, on est quasiment à la fin de l'année 2013. La centrale Nour 1, on est encore aux opérations de terrassement. Nour 2 n'a même pas encore été commencée. Est-ce que vous pensez que cette centrale sera opérationnelle à l'horizon 2015 ? Le problème qui se pose, ça ne vient pas de maintenant, ça vient de très longtemps. C'est vrai que l'agence marocaine pour l'énergie solaire et l'éolien, lorsqu'on met à la tête un politicien, c'est vrai qu'on a un problème. C'est-à-dire on achète la paix, la tranquillité politique, mais d'un autre côté, on est complètement dans l'immobilisme total. Et pour moi, ça, c'est pas vraiment lorsqu'on veut travailler pour mettre des appels d'offres. C'est vrai qu'on aurait pu, depuis 2007, on aurait pu déjà mettre au moins 3 appels d'offres et laisser ces consortiums vraiment répondre à ces appels. On aurait pu au moins installer, au moins jusqu'à maintenant 2013, 2 secteurs, c'est-à-dire dans 2 sites sur le Maroc. Alors Mohamed Sima, vous n'êtes pas du même avis? Oui, moi je pense que l'immobilisme que connaît actuellement le secteur, l'immobilisme, après le terme il est discutable, il ne tient pas vraiment aux personnes qui sont à la tête de ces organismes. Il tient notamment à la procédure de mise en place des projets, au montant des fonds qui devront être mobilisés. Et pour regarder en fait l'autre partie pleine du verre, je pense que ce projet il va apporter au Maroc et des créations d'emplois, et une baisse en fait de son déficit de la balance commerciale, et aussi
une mixité en matière de ressources de l'énergie. Donc ça va booster et la compétitivité du secteur productif au Maroc et aussi ça va permettre de générer une dynamique économique. Monsieur Sena a parlé des débouchés et justement on a vu donc à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate qu'il y avait donc des filières qui ont été spécialement créées. Mais est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui en matière d'énergie renouvelable un pôle de recherche et développement ? Oui, il y a un pôle de recherche et développement, mais bon, il est composé de quelques éléments. Ce n'est pas un grand pôle de recherche et développement. Donc c'est vrai que peut-être par la suite, je l'espère de tout mon cœur, hein, parce qu'il y a quand même un financement qui a été demandé à l'Union européenne, qui est de plus de 200 millions d'euros, si je ne me trompe pas, pour créer 5 pôles je ne me rappelle pas, c'est 3 ou 5 pôles comme ça, de pôles de compétitivité pour vraiment aussi travailler sur ces sujets-là. Il faut noter également que le Maroc a déjà créé un institut de recherche sur les énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire. Il existe aujourd'hui des filières qui sont enseignées dans des universités en partenariat avec des entreprises nationales comme Managim à l'Institut international de Rabat. L'Université internationale de Rabat et d'autres universités. Je pense que le Maroc a bien mis en place un certain nombre aussi bien d'organismes que des dispositifs légaux pour accompagner le développement des énergies renouvelables. Il y a aussi une chose, excusez-moi, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait des appels d'offres, en fait, on n'exige pas de ces consortiums qui répondent à ces appels d'offres, en fait, en contrepartie, c'est-à-dire un transfert de technologie et une industrie, c'est-à-dire développer une industrie locale. Le problème qui se pose, c'est qu'on laisse tout importer, c'est-à-dire on importe de tout. Et le problème, c'est que pour nous, ça ne nous intéresse pas. Vous parlez de ce modèle en BOT. Voilà, donc, de toute façon, nous, on a la technologie. On n'est pas des idiots, on a la technologie, on peut faire le transfert. On a un diaspora. Comme on a dit, on n'a pas du pétrole, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais on avait, c'est-à-dire des cerveaux, c'est des diasporas marocains qui sont là, qui sont prêts vraiment à aider le gouvernement à faire des transferts de technologie et à aider vraiment de créer des entreprises. Mais il n'y a pas d'accompagnement de la part du gouvernement. Le problème, c'est qu'on a, lorsque vous arrivez, moi je suis chef d'entreprise, hein, vous savez, moi j'ai rencontré pas mal de problèmes, hein, c'est-à-dire en arrivant au Maroc, pour créer son entreprise, parce que le problème qu'il y a chez les politiques, c'est toujours, c'est pas moi qui dois répondre à votre demande, c'est l'autre, et ainsi de suite, et vous faites tout le tour. Il y a des retards administratifs. Voilà, c'est un gros problème pour l'administratif vraiment au Maroc. Et d'un autre côté, c'est le secteur bancaire. Le secteur bancaire, lorsque vous arrivez avec un projet immobilier, vous avez tout de suite, vous avez l'argent. Lorsque vous arrivez vraiment pour dire, bah voilà, je suis là pour développer quelque chose, un tissu industriel dans les énergies renouvelables par exemple, ou autre, hein, vous rencontrez pas mal, parce qu'ils ne vous comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas cette culture, hein, en fait, de créer des entreprises. Par rapport aux projets innovants, vous êtes également spécialisé dans les véhicules électriques. Alors aujourd'hui, étant donné que le gouvernement d'Abdelelek Ben Kairan a annoncé qu'ils allaient baisser les subventions dans les produits pétroliers, donc c'est-à-dire que le prix à la pompe de l'essence va être plus cher. Est-ce que vous pensez que les véhicules électriques ont de l'avenir au Maroc? Bien sûr. Et pourquoi ils sont en Chine depuis pratiquement 1998 et même peut-être même un petit peu plus en avant? Pourquoi tous les Chinois vraiment, c'est-à-dire moi je parle des gens modestes, hein, ils ont un scooter électrique, ça marche et ça joue pour l'environnement aussi. Pourquoi on ne peut pas vraiment faire ça au Maroc? Moi, lorsque j'ai discuté vraiment avec des politiciens pour discuter avec eux, ils sont prêts, c'est-à-dire. Mais le problème, c'est que lorsque vous passez vraiment chez les banquiers, là, c'est autre chose. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un dynamisme entre le politique et le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles à l'innovation. Certes, l'environnement des affaires au Maroc, il connaît quelques difficultés en matière d'adoption des innovations et aussi en termes de création des entreprises, notamment les entreprises innovantes. Et je suis persuadé que le développement des énergies renouvelables ne peut avoir lieu qu'à travers une meilleure simplification des démarches administratives et aussi une sorte d'alignement de la politique avec l'économique et le financier. Je pense que le Maroc, il a déjà introduit pas mal de dispositifs, tant sur le plan financier que sur le plan économique, pour faire en sorte que les investisseurs dans tous les domaines
surtout dans les domaines prioritaires au Maroc, l'aéronautique, les énergies renouvelables, l'automobile, puissent créer leurs entreprises et puissent utiliser leurs innovations de la meilleure façon. Moi, je termine juste avec une chose, c'est un exemple, c'est-à-dire pour les installations résidentielles. On se bat avec les politiques pour leur dire que si on peut vraiment mettre en avant, c'est-à-dire les installations résidentielles, c'est-à-dire avec la population, pour ce qui existe ici déjà en France et en Allemagne, on peut économiser à peu près jusqu'à 1 milliard d'euros chaque année. Merci, Monsieur Enaya. Je vous rappelais les principaux titres de l'actualité continentale à retenir. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à renforcer le contingent de la mission déjà déployée en Somalie. 4000 soldats supplémentaires devaient être engagés pour combattre les miliciens Chebab. Moins d'une semaine après le redémarrage du dialogue national, la Tunisie a été le théâtre d'un attentat kamikaze qui n'a pas fait de victimes et un terroriste a été arrêté avant de passer à l'acte à Monastir devant le mausolée de l'ancien président Habib Bourguiba. Mohamed Sema, je rappelle que vous êtes spécialiste du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa News. On va suivre la Libye avec le port de Misrata qui tente de renaître de ses cendres. À tout de suite.